Waouh, un très joli amphi. Ça, ça, c'est un côté sympa, assez impressionnant. Voilà. Merci d'avoir choisi cette session. Je n'ai pas de perruque cet après-midi pour ceux qui m'ont vu ce matin. Voilà, ça veut dire que je vais être peut-être un tantinet plus raisonnable que ce que j'ai pu être ce matin. Et j'ai pas l'intention de dire d'horreur. Donc s'il y en a qui étaient là pour ça, ben, malheureusement, il fallait être là ce matin, n'est-ce pas, Monsieur Boutin? Voilà, voilà. Alors, merci aux sponsors. Vous noterez aussi, ceux qui étaient là ce matin, que je n'avais pas remercié les sponsors. Vu les horreurs que je disais juste après, il valait peut-être mieux. Je pense que les sponsors n'auraient pas forcément apprécié d'être associés au management toxique. Voilà. Mais là, du coup, je peux le faire. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Bloch. Je suis un tout petit peu connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'agilitateur public. Pourquoi public? Parce que je suis fonctionnaire d'État. Et ouais. Et puis, parce que je travaille à l'INSEE, qui est une direction du ministère des Finances. Et j'ai la chance d'être aussi président d'une association qui s'appelle Agile France et créateur d'une conférence qui s'appelle Agile Secteur Public. Et puis, je fais plein d'autres trucs aussi, mais enfin, je ne vais pas vous emmerder avec ça, vous en tapez. Voilà. Alors, bon, quand on pense transformation, dans ces derniers temps, surtout dans la fonction publique, on pense à ce monsieur qui est extrêmement sympathique, évidemment, qui est arrivé avec un projet de transformation que je qualifierais de volontaire. Voilà. Et comme tout projet de transformation volontaire, ça n'a absolument rien donné. Et à peine le monsieur parti que c'est oublié. Voilà. La question avec laquelle je suis parti, c'est depuis combien d'années transformons-nous nos organisations? Alors moi, je travaille depuis les années 90. J'en ai toujours connu. À chaque fois, on attendait la prochaine, patiemment, en se disant, bon, celle-là, elle est un peu pénible, mais elle ne va pas durer. Et je pense que mes prédécesseurs, évidemment, me racontaient les histoires des années 80, 70 et 60. Donc je pense que nos organisations, ça fait quand même pas mal d'années qu'on essaye de les transformer avec le résultat qu'on leur connaît. La deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que ces transformations, finalement, ont créé de la valeur, hormis évidemment de la valeur pour les consultants qui portent les transformations, qui vendent des trucs dont personne n'a besoin, et qui finalement, c'est eux qui bénéficient de la transformation. On rappelle que pendant la ruée vers l'or, ceux qui sont enrichis, c'est ceux qui vendaient les pelles, et certainement pas ceux qui creusaient pour chercher de l'or. Voilà. Et puis, dernière question, est-ce qu'on peut changer un système de l'extérieur en faisant appel à un certain nombre de gens autour pour changer finalement cet écosystème que moi je considère être comme un système vivant. Voilà. Donc c'est les trois questions avec lesquelles je suis parti et je vous propose ce plan un peu. On va faire la distinction entre deux approches. Une approche diagnostique et une approche dialogique. On va voir la distinction entre les deux. Ceux qui aiment et apprécient mon camarade Laurent Sarrazin, qui est déjà venu à Lille assez régulièrement, ceux qui aiment et qui apprécient mon camarade Alistair Coburn, ils ne seront pas perdus, logiquement, parce que globalement, on dit à peu près la même chose, mais de façon différente. Donc on va voir cette approche diagnostique, qui est l'approche un peu classique. On va discuter de pourquoi elle donne les résultats qu'on leur connaît. Et puis on regardera un peu l'autre approche et voir quels outils on peut développer chez nous pour cette approche. Et je vois Gwendoline qui arrive, ce qui me fait plaisir, qui me dit ce qu'elle va me faire. Est-ce qu'elle a prévu quelque chose? Voilà. Bon. Donc cette approche diagnostique que j'ai appelée un consultant pour les gouverner tous. Si vous n'avez pas la référence, je vous suggère de relire Le Seigneur des Anneaux. Avec une image, voilà, donc on a une organisation et on a quelqu'un à son chevet, parce que dans cette approche, on est plutôt sur une métaphore médicale.
C'est-à-dire que l'organisation, elle est malade. Donc c'est un système qui est plutôt malade et qu'on veut analyser, diagnostiquer et corriger de l'extérieur. C'est ça la logique de cette approche diagnostique. Diagnostic, c'est un terme qui est médical, hein. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a une maladie. Donc on va faire appel à un médecin, le consultant, qui lui-même pourra faire appel à des spécialistes si nécessaire, mais on est vraiment sur cette métaphore médicale. Donc, comme l'entreprise est malade, le thérapeute doit se servir de son expertise qu'il a acquise auprès d'autres entreprises du même style, afin de déterminer quelle est la maladie et de trouver quel est le traitement correspondant. C'est le truc un petit peu de base. Et donc, du coup, il va falloir certainement trouver subir, j'insiste sur le terme subir, des manipulations un petit peu désagréables, des saignées, voire des amputations, peut-être. C'est à ça un petit peu qu'on arrive. Alors le thérapeute, c'est quelqu'un de savant, hein, bien entendu, qui est puissant, qui est redouté, parce que justement, il peut faire ses saignées, il peut faire ses amputations. Donc du coup, il est très riche, puisque plus il est compétent, plus il est riche, évidemment, et plus il est cher, bien entendu. Et il va générer de la crainte, de l'admiration par rapport à ce qu'il fait. Et il va y avoir ce rapport un petit peu magique avec lui. Quand on va discuter avec ce thérapeute, ce consultant, lui, il est évidemment conscient de ses propres limites, que son expertise repose sur un cas finalement très fini d'expérience, et que globalement, ce qui vend, c'est ça, que de toute façon, il servira de bouc émissaire au moment où la transformation se passera mal, mais c'est pas grave, parce qu'il va trouver des clients derrière qui le rachèteront, parce que justement, il est cher. Alors, dans la fonction publique, on sait que plus un consultant est cher, plus il a de la valeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on achète souvent des consultants, McKinsey notamment. On les paye très cher parce qu'évidemment, leur parole a de la valeur. Une personne en interne qui dirait la même chose, évidemment, n'aurait aucun intérêt. Alors, du coup, cette méthode diagnostique, elle se fait en 5 étapes. La première étape, il y a un expert qui va dire, effectivement, votre entreprise, elle est malade. Elle a un truc, votre entreprise, il y a un problème, il y a un problème à résoudre. Du coup, on va essayer de trouver des données un minimum objectives. On va faire des audits, on va faire des entretiens, on va mettre en place des indicateurs pour mesurer à quel point elle est malade. On va prendre la température, notamment. Et puis, ça va permettre de poser un diagnostic et puis, du coup, proposer une solution. Et on va mettre en place un plan du changement. Qui, dans cette salle, a déjà vécu des plans de transformation? Voilà, donc à peu près tout le monde. Combien de temps ce plan a-t-il tenu? Est-ce qu'il a dépassé l'espérance de vie d'une abeille moyenne? Si, quand même. Bravo. Voilà, donc ce plan, évidemment, il est linéaire. C'est un plan. Comment nous, agilistes, pouvons-nous nous retrouver à suivre des plans de transformation? J'aimerais qu'on me l'explique. Comment nous, qui nous battons contre le cycle en V, pouvons-nous suivre des plans de transformation qui sont clairement du cycle en V? J'aimerais assez qu'on me l'explique, très honnêtement. Voilà, donc l'accompagnement, ça va consister à maîtriser l'écart entre le prévu et ce qu'on est en train de vivre et essayer de réduire cet écart, y compris de manière volontaire. On est sur du classique de chez classique. Je pense que quand on a travaillé pour un organisme relativement conséquent, on en a tous vécu un certain nombre de ces machins-là. Donc si c'est classique de chez classique, bien entendu, c'est parce que ça doit marcher. Non. Voilà. McKinsey, qui pour une fois nous donne un chiffre utile et gratuitement, nous dit que 70% de ces transformations n'atteignent pas leurs objectifs.
Je pense que le nombre de transformations qui échouent est supérieur. Ça, c'est juste les transformations qui n'atteignent pas leurs objectifs. Déjà, ça veut dire que c'est des transformations qui ont des objectifs. J'attire votre attention là-dessus. Donc, 70% des transformations n'atteignent pas leurs objectifs. Et on continue à en faire. Tout à fait. Tout à fait, on est très proche, effectivement, du taux d'échec des projets. Mais du coup, comme nous sommes têtus, on se dit que plus on échoue, plus on augmente notre chance que ça va marcher un jour. Doctrine Shadok, pour les plus anciens d'entre nous. Hein. À force d'échouer, c'est quand même la garantie qu'on va réussir un jour. Donc, on continue à faire des plans de transformation. Avec cette logique, on fait un diagnostic et puis on fait un plan de transformation derrière. On continue à en faire. On sait très bien que ça ne marchera pas. On sait très bien que ça partira avec le sponsor de la transformation. On sait très bien que ça partira aussi avec l'organisme qui porte la formation, la transformation. On le sait. Et pourtant, on continue à en faire. Alors, du coup, à votre avis, je vous suggère, parce qu'on est dans une logique qui va devenir dialogique, dialogue, je vous suggère de vous mettre entre pairs et de répondre à cette question, à votre avis. Qu'est-ce qui explique ces échecs? Je vous laisse 5 minutes. Ceux qui sont tout seuls, rapprochez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que ce sont des vrais micros ou est-ce que ce sont des faux? C'est des vrais micros. Benjamin, fais un effort quand même. C'est quoi la question? Merde. Là, du coup, il vous en reste 2. C'est ça, je comprends. Non, il vous en reste une maintenant, une. Ok.
Non, moi j'aime bien vous regarder bosser, déjà pour qu'on... Enfin, voilà. En plus, regarder bosser pour un certain nombre de coachs agiles dans la salle, alors là, c'est un grand plaisir. Pour une fois qu'ils bossent, ceux-là. Bah voilà, c'est pour ça, je vis votre vie de coach agile, voilà. C'est ça. Est-ce que certains d'entre vous veulent partager une ou deux réflexions qu'ils ont pu avoir? Non mais derrière. Alors, il y a sans doute plein d'explications. Pour moi, une qui est évidente, c'est qu'à partir du moment où c'est subi, un changement, à partir du moment où il est subi, il ne peut pas fonctionner, en fait, il ne peut pas marcher. Super. Donc un changement subi. Quoi d'autre? Moi aussi, je peux être coach. Ah putain, il va falloir que je bosse, vraiment. Il va falloir que je monte dans les étages. J'avais dit que je faisais pas de sport aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est le même groupe, tout à fait. C'est Amnésie collective que tu voulais parler. Amnésie collective. Tout à fait. Le fait que l'historique s'oublie au fur et à mesure et qu'on réitère potentiellement les mêmes erreurs. On oublie tous ces beaux moments et du coup on se dit chouette, on y retourne. Ok, très bien. Quoi d'autre? Yes. Probablement que la transfo devient l'objectif et pas on est sur un objectif. C'est vrai. On veut se transformer, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Mais il faut se transformer, très juste. Par ici. Bouge pas, j'ai un micro. On n'était qu'avec des gens brillants ici. Oui, c'est gentil pour les juste autres. Parce que l'être humain déteste le changement et préférera toujours l'habitude. Et souvent la balance effort pour le changement et bénéfices qu'on va en avoir, elle est assez déséquilibrée parce que les bénéfices sont rarement pour nous et ça demande beaucoup d'efforts. Comme on préfère l'habitude à l'incertitude, c'est mieux de ne pas changer. Alors pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi, pas avec vous. Et Jürgen Appelo, qui sait vendre des trucs très bien, a dit une phrase, c'est pas vrai que l'être humain n'aime pas changer, l'être humain n'aime pas être changé. C'est quand on nous impose le changement. Exactement. Mais on l'a vu, on le voit avec ChatGPT, le changement lié à l'utilisation de ChatGPT, regardez à quelle vitesse il a eu lieu, même dans nos usages professionnels. Donc quand on est motivé, on aime changer. Je complète. Il n'y a pas de perception de valeur sur la direction du changement, en fait. Il y a une perception de risque de perte. On en vient au changement subi, du coup. Tout à fait. Magnifique. C'est toi, tu vas changer, tu vas faire plus de boulot pour moi, pour que moi j'ai de la valeur. Ah, effectivement, les gens, ils n'aiment pas ça. Autre chose. Alors, bonjour. Par rapport à l'aspect linéaire dont tu parlais tout à l'heure, se dire que le plan de transformation initial est certainement plus valable étant donné les durées des transformations qu'on observe aujourd'hui. Notre passé d'agiliste nous a-t-il rien appris? Quoi d'autre? Quand on commence quelque chose et que ça ne marche pas, même si on n'est pas arrivé au bout, c'est difficile de s'arrêter? Exactement. Alors on est parti. Ouais, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va perdre tout ce qu'on a investi. Magnifique. Autre chose? Alors, évidemment, ça ne marche plus. Si, hop. Déjà, alors je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Si je dois le synthétiser, je dirais que la première raison, c'est qu'il faut que j'appuie sur le bouton « Annuler ». La première raison, on essaye d'appliquer une méthode analytique à un système complexe. Et ça, si vous connaissez ce modèle Kinefin, vous savez que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Principe de base. À partir du moment où vous avez un système complexe, toute méthode analytique n'est pas efficace, sauf coup de chance. Un coup de chance peut toujours arriver, mais en règle générale, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas fait pour ça. Les méthodes analytiques sont prévues pour des systèmes compliqués. Complicated, n'est-ce pas? Mais pas pour des systèmes complexes. Parce que faire de l'analyse sur un système complexe, déjà, ça n'a pas de sens. Étudier chacun des composants pour comprendre comment fonctionne un organisme vivant, bon courage. Raison numéro 2, c'est ce que tu disais. On essaie d'appliquer une démarche planifiée à une situation qui est en constante évolution.
votre plan de transformation, à la sortie de la grande messe qu'il a décrétée, il est déjà obsolète. Principe de base. On devrait, enfin nous, agilistes, on le sait, ce genre de choses. Raison numéro 3, on essaye d'appliquer une expertise acquise ailleurs à un contexte qui est propre. Et ça, c'est ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure, ça ne marche pas. L'expérience des autres ne nous sert jamais. On le sait dans nos vies personnelles, enfin, en tout cas, je vous souhaite de le savoir. Et pourquoi on n'est pas capable de faire le parallèle avec notre vie professionnelle? L'expérience acquise par les autres n'a pas d'importance pour notre propre expérience. Raison numéro 4, on est en train d'expliquer aux salariés qui sont malades. Oh là là, vous êtes malade, on va appeler SOS médecin. Bougez pas, soyez tranquillou, prenez pas froid, quelqu'un va s'occuper de vous. Pour rendre les gens passifs, spectateurs de leur transformation, il n'y a pas mieux comme discours. Et puis, raison numéro 5, on le disait tout à l'heure, les critères de réussite n'ont en règle générale aucun sens pour les gens qui subissent la transformation. Et là aussi, j'ai bien dit, subissent la transformation. Et en règle générale, ça se transforme soit en carotte, soit en bâton, c'est-à-dire des outils de motivation extrinsèques. Et on sait que pour les travailleurs intellectuels, la motivation extrinsèque ne marche pas. La carotte et le bâton, ça n'a aucune efficacité. Il y a plein d'études qui le montrent. La carotte et le bâton, sur des travailleurs intellectuels, ça ne marche pas. Voilà, donc on est bien. Alors moi, je prétends que l'entreprise, quelle qu'elle soit, elle n'est pas malade. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui sont en fait les solutions qu'on a trouvées hier et qui sont devenues obsolètes. Ça, c'est un des principes de systémique, ça. Les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier qui sont devenues obsolètes. Ça veut dire que l'entreprise, elle n'est pas malade. Simplement, l'entreprise, elle doit évoluer dans un contexte comme ce délicieux papillon qui devient chenille. Non, vous ne suivez pas. Ok, tant pis. Donc, dehors Diafoirus, on n'a pas besoin de vous. Diafoirus, alors pour ceux qui ont raté le collège, Molière quand même, non, quand même. Le malade imaginaire, tout ça, ouais. Bon. Alors, petit rappel, je l'ai mis en anglais, je trouvais ça vachement plus sélectif. Un oiseau, si vous l'aidez, certains oiseaux en tout cas, si vous les aidez à sortir de l'œuf, ils meurent. C'est bizarre dit comme ça. Parce que l'effort qu'ils n'ont pas fait à ce moment-là, ça les fragilise pour la suite. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que si on se fait aider par l'extérieur, eh ben, finalement, ça nous fragilise face aux chocs qui arrivent. C'est un peu le truc d'antifragile de Taleb, pardon. C'est-à-dire qu'une organisation doit sortir de son œuf toute seule. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, si elle se fait aider, elle perd la chance de devenir résiliente par la suite. C'est cette logique d'approche dialogique. Dialogue, donc. Là, on n'est plus du tout dans une métaphore médicale, mais on est plutôt dans une métaphore qui est issue de la complexité des sciences sociales et du vivant. L'organisation est un système vivant qui doit évoluer dans un contexte qui est en mutation. La logique, elle est là. Alors moi aussi, je peux citer les mêmes livres que toi. Voilà, et pour à peu près la même raison, parce que nous sommes une espèce hypersociale, et que cette espèce hypersociale, comment elle a évolué, comment elle a grandi, c'est par les histoires, mais c'est aussi par le dialogue qu'il y a pu y avoir autour du feu. Et effectivement, les histoires ont permis de passer à l'échelle, je suis tout à fait d'accord. Mais la façon que nous avons de changer, c'est d'observer ce qui se passe et de verbaliser ce que nous avons observé, d'échanger. C'est là l'espèce hypersociale. Et c'est par cet échange que nous pouvons construire du sens. Et c'est ce sens qui nous permet de changer. Et ce sens, il nous vient du dialogue. Quand on regarde toutes les sociétés, la société, elle change par le dialogue, elle fonctionne par le dialogue. Et c'est ça, finalement, le point. Et si vous regardez bien, l'agilité, c'est une science du dialogue.
tout ce qu'on appelle les cérémonies Scrum, tous les trucs un peu comme ça, c'est un prétexte pour dialoguer. Donc on ne change pas le dialogue. Alors tout ça vient d'un truc qui s'appelle le constructionnisme social, qui veut dire que la réalité objective n'existe pas. Il n'y a pas de réalité. La réalité objective, elle n'existe pas. Chacun d'entre nous a sa réalité, qui va se construire. On va construire chacun notre réalité par nos interactions avec les autres, qui sont les gens avec lesquels on discute, les gens avec lesquels on dialogue. Voilà, je vais passer un peu vite. Donc du coup, nous formons notre réalité à travers nos interactions avec autrui. Je vous ai mis un certain nombre de lectures pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité commune. S'il n'y a pas de réalité commune, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité unique. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La façon de faire, elle doit être négociée en permanence. C'est plus compliqué. Et il y a assez peu de consultants, pour le coup, qui vont vous vendre ça, de vous dire il faut que vous négociez votre réalité en permanence. Et pourtant, c'est la façon traditionnelle que nous avons de changer depuis plusieurs millions d'années. Alors, salut Alistair, ça te vient. Ce que dit Alistair, c'est assez proche. La qualité d'un produit que vous construisez est directement corrélée avec la qualité des dialogues qu'il y a dans l'équipe. Si vos dialogues sont pauvres, figés parce qu'il y a le IPOL, vous savez, le highest paid opinion, highest paid person opinion, c'est-à-dire qu'on écoute le chef, eh bien, on va faire un produit squelettique qui n'a quasiment aucune valeur. Si vous voulez créer des choses qui ont de la valeur, il faut favoriser le plus d'interactions possible, et ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est comme ça que vous allez créer de la valeur. Et une transformation, c'est un produit. On peut très bien voir la transformation comme un produit. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui sur le mode produit s'applique aux transformations, finalement. Donc l'entreprise, finalement, c'est un jardin. Et il y a des jardiniers. C'est eux, les bons consultants, finalement. Et ces jardiniers doivent s'en occuper afin de lui permettre de mieux s'épanouir. Je n'ai jamais entendu un jardinier sain d'esprit expliquer aux fleurs comment pousser. J'ai bien dit sain d'esprit. Alors, ça peut être important de leur parler, bien sûr, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, son but, ce n'est pas d'influencer, ce n'est pas de dire quelle est la bonne façon de pousser, mais c'est de donner des permissions et de créer un cadre de dialogue. C'est ça qu'on va attendre de lui, finalement. Et on avait tout à l'heure une démarche en 5 étapes. Là, on a 4 idées fortes. La première, c'est que l'objectif n'est pas de corriger un problème, mais de faire émerger de nouveaux récits. Tu parlais aussi tout à l'heure de récits, et je te rejoins. Des comportements, des pratiques. Ça, c'est l'idée forte numéro 1. L'idée forte numéro 2, c'est privilégier l'écoute, les conversations, les interactions. La numéro 3, c'est que tout changement est vu comme un processus continu, co-construit, qui émerge du dialogue. Et puis la numéro 4, c'est que les acteurs sont impliqués dans la construction du sens et dans les expérimentations. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient des pratiques narratives, c'est que l'objectif n'est pas que les participants à la transformation soient spectateurs de leur transformation, mais c'est évidemment de les rendre acteurs, mais surtout de les rendre auteurs de leur transformation. Et j'aime énormément cette image, rendre les gens auteurs de leur transformation. Alors, c'est quoi le dialogisme? J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 30 piles, magnifique. Alors, ça vient de ce monsieur, qui est un des théoriciens de la littérature du début du XXe siècle en URSS. Qu'est-ce qui vient ficher là? En tout cas, Mikhail Bakhtin, il a beaucoup réfléchi à cette notion de dialogue. Il a dit qu'un dialogue, pour qu'il soit intéressant, pour qu'il soit constructif, pour qu'il permette de changer les choses, il doit avoir un certain nombre de conditions que vous retrouvez là. Polyphonique, plusieurs voix. Interactif et orienté vers les autres. Hétéroglossie, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs niveaux de langue et c'est pas gênant. Avec des valeurs et des contextes sociaux spécifiques. Processus inachevé et toujours ouvert. C'est-à-dire que notre dialogue, il est continu, le dialogue que nous pourrons avoir.
Et finalement, l'analyse qu'on en fait aujourd'hui du dialogue qu'on a eu hier, il va évoluer. Parce que notre propre compréhension, elle va évoluer, en fait. Voilà. Du coup, un dialogue dialogique, c'est un dialogue dans lequel chacun contribue à la construction de la réalité. Produit, organisation, circulation d'informations, circulation de plein de choses, avec sa propre voix et son propre contexte, de manière responsable et en constante évolution. Et c'est ça, finalement, une transformation dialogique. Alors, c'est une logique qui vient de la complexité, donc elle est forcément complètement cohérente avec une situation complexe telle que le fonctionnement d'une organisation. Et puis surtout, elle favorise l'appropriation et l'engagement. Et ça, c'est de la motivation intrinsèque. Ça fait partie des clés de la motivation intrinsèque. Et c'est celle-là qui marche sur nous. C'est la motivation qu'on a en nous. Toutes les carottes et les bâtons, si on ne veut pas y aller, on n'y va pas y aller. Ouais. Du coup, on va regarder les mêmes groupes. Et pendant 5 minutes, je vous invite à vous interroger, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant? Qu'est-ce que vous appréciez? Démarche appréciative, Jérôme, là aussi je te reprends. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette approche? 5 minutes. Je ne réponds pas à la provocation. Point d'interrogation. D'accord. Je vous reconnais bien là. Je vois bien.
Ok, ça va pour tout le monde? Bon, il y en a qui continueront à table ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager finalement ce qu'il a? D'accord. Ok. Ouais, je vois ça. Fais gaffe, il est peut-être pas allumé. Allô, ouais. Alors, ce qu'on se disait, et mes copains étaient tous d'accord avec moi. Pas les copines, du coup. Ouais. Mes copines. D'accord. C'est qu'on apprécie beaucoup le fait de traiter les gens adultes, finalement, dans ce genre d'approche, et de considérer qu'en fait, chacun dans l'organisation a en lui une partie de la solution et que ce n'est pas quelque chose qui vient d'une tour d'ivoire. Tout à fait. J'aime bien ce que tu dis, effectivement. Merci. C'est traiter les gens en adultes. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des responsabilités extérieures, il y a des gens qui sont présidents d'associations, qui sont maires, qui sont en charge de famille, machin, tout ça, et le jour où ils rentrent dans leur entreprise, enfin, au moment où ils rentrent dans leur entreprise, on les traite comme des gamins. Des gamins qu'il faut contrôler, qu'il faut canaliser, et à qui il faut expliquer comment faire. Des gamins. Quoi d'autre? Donc j'aime beaucoup. Ah, tu vas me faire monter. Hein. Va falloir que j'aille boire des bières après. Ah, vache. Ouais. Merci. Hein. Vas-y. Ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est voir la transformation comme d'un angle différent. Là où un consultant apporte une solution à un problème, là, ça vient de l'intérieur. C'est pas nécessairement en réponse à un problème, c'est en réponse plus à un besoin qui n'est pas en soi forcément un problème. Tout à fait. Cool. Merci. Ah bah, tu vois, maintenant que je suis là, c'est ça? Ouais. Ok. C'est gentil. Ce qui nous semblait pertinent dans cette démarche aussi, et ce qu'on apprécie, c'est le côté autoporteur. C'est-à-dire qu'une fois que la démarche est lancée, il n'y a plus besoin d'alimenter le moteur. Ouais. Ça peut devenir naturel. Tout à fait. C'est marrant que les gens, quand on leur demande leur avis, finissent par le donner. Pas toujours évident au début, mais une fois que la machine est partie, je te rejoins, et ben ça n'arrête pas. Attends, il y a là d'abord. Attends, je ne suis pas monté pour rien quand même. Vous parlez pas, vous, derrière, hein. Ou alors c'est maintenant. Si. Ouais. C'est l'émergence de solutions atypiques qui n'auraient pas forcément existé dans un schéma classique. Ouais, forcément, puisque le consultant, il va reproduire ce qu'il connaît. Donc on est là sur la reproduction de l'existant, et on ne peut pas demander à un consultant d'imaginer une solution nouvelle, c'est pas possible. Oui, quoi d'autre? Moi, je me disais que ça passe pas par les achats, donc on n'attend pas un retour sur investissement dans les 3 mois, ou parce que c'est des coûts qui sont un peu plus noyés dans la masse, et donc on n'a pas une facture à rentabiliser. Tout à fait d'accord. Quoi d'autre? T'es déjà là, toi? C'est toi après? Ouais. Ok, cool. Bon, du coup, merci beaucoup. Donc, je partage tout à fait votre avis. Allez, dépêche-toi, toi. 11? Magnifique. Alors, donc c'était très beau ce que j'ai expliqué. Je vous ai fait un peu de théorie et encore, j'aurais pu vous en faire plus. Mais du coup, vous auriez pu... Enfin, ça vous avez fini par vous faire chier. Mais du coup, en pratique, ça veut dire quoi? Alors, il y a un certain nombre de choses, à mon avis, que vous faites déjà. En tout cas, je vous le souhaite. En premier lieu, c'est créer des espaces de dialogue. Alors, il y a des choses qui sont assez basiques à faire, et je suppose que vous le faites déjà. Le truc de base, alors, les liberating structures, qui sont clairement des outils dialogiques, qui ont été créés par des gens qui connaissaient la théorie dialogique, et qui ont été créés pour ça, justement, pour avoir des dialogues extrêmement puissants, extrêmement rapides et extrêmement efficaces pour changer les choses. Les core protocoles, est-ce que tout le monde connaît? Ça hoche dans ce côté-là. C'est un certain nombre de rituels, on va dire, qui permettent à toute société humaine de fonctionner de manière harmonieuse et notamment de créer, là aussi, des façons de dialoguer qui sont extrêmement efficaces. Je vous invite à rechercher cette histoire de core protocol, c'est très pratique. Le World Café classique de chez Classique, le Lean Café un peu moins
évidemment. Le forum ouvert, c'est vendredi. Voilà, pour expérimenter ici. Donc il y a déjà plein, effectivement, de ces espaces de dialogue. Il faut les généraliser, les mettre au sein des entreprises, parce que c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on fait bouger les choses, qu'on fait évoluer les choses, par ce biais-là. Se former à l'approche systémique. Au bout d'un moment, un coach agile devient coach systémique, parce que globalement, c'est sa façon de se sortir des difficultés que l'agilité ne résout pas. L'agilité ne résout rien. Elle permet juste d'identifier les endroits où ça sent pas bon. C'est ça l'agilité, hein, ça résout rien. Par contre, ça permet de voir où sont les blocages. C'est la systémique qui va probablement, en étudiant the big picture, nous permettre de savoir comment ça marche ce machin, quelles sont les interactions entre les gens. Les gens, c'est jamais le problème, c'est les interactions qu'ils peuvent avoir. La théorie du bouc émissaire, alors certes, elle a fait ses preuves depuis 2500 ans, mais elle n'a jamais rien résolu. Simplement, elle permet de changer juste le système à un moment donné. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Donc il faut observer le système, la systémie permet de faire ça. Alors il y a plein de trucs, je ne vais pas vous faire non plus un cours de systémie, mais il y a plein de trucs qui sont extrêmement intéressants, qui permettent de regarder comment fonctionne le système. Et puis vous avez un truc qui est un dérivé de la systémie dont tu as parlé aussi, décidément, ils ont bien fait de nous enchaîner l'un l'autre, c'est le solution focus. Le solution focus, c'est une démarche dialogique qui est vraiment reconnue comme ça, qui est extrêmement puissante, qui permet de s'intéresser à comment fonctionnent les groupes humains. Et avec la question, arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, mais demandez-vous qu'est-ce que vous voudriez à la place. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Le bureau des pleurs, oh oui, on est très malheureux. Ok, et qu'est-ce que tu voudrais à la place? Qu'est-ce que vous voudriez à la place? Et faire travailler les gens sur cette question, qu'est-ce que vous voudriez à la place? C'est un dialogue qui est extrêmement puissant. Alors, quelques principes issus de la systémie. Les optimisations locales nuisent à l'optimisation globale. Si vous cherchez à faire des optimisations locales, ouais, on va faire en sorte que ça fonctionne bien pour cette équipe, vous êtes foutus. Clairement. Les problèmes d'aujourd'hui sont les anciennes solutions devenues obsolètes, j'ai déjà dit. Traiter les causes racines, déjà c'est extrêmement compliqué, coûteux, tout ce que vous voulez, et c'est aucune garantie que ça résolve vos problèmes d'aujourd'hui. Aucune. Donc les démarches analytiques, machin, on remonte, on fait les diagrammes d'Ishikawa, bidule, aucun intérêt. Très cher. Ah si, l'intérêt est pour le consultant, qui peut vendre ça très très cher. Une démarche, on va interroger tout le monde, on va remonter à qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans dans l'entreprise pour comprendre comment ça se fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Ça, je peux vous dire qu'il va pouvoir se payer des vacances longues et lointaines. Et puis, comme je le disais, ne parlez pas du problème, parlez de ce que vous voulez à la place. Et faire discuter les gens de ce qu'ils voudraient à la place, c'est magique. Alors, les pratiques narratives, j'en ai parlé, j'ai piqué ça sur Internet. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a fait, mais c'est super. Le principe de base des pratiques narratives, c'est que les entreprises, les organisations, toute société humaine n'est finalement rien d'autre qu'une somme d'histoires. Il y a les histoires dominantes. Et en règle générale, ces histoires dominantes ne sont pas intéressantes, parce qu'elles sont dominantes. Par contre, il y a tout un tas d'histoires alternatives, et capitaliser, comprendre ces histoires alternatives, ces histoires minoritaires, comprendre comment elles fonctionnent, les faire émerger, et voir en quoi elles peuvent nous faire grandir, là, c'est beaucoup plus intéressant. Le cœur de l'agilité, que Alistair Cockburn a créé il y a une dizaine d'années maintenant. Donc c'est ce fameux machin-chose qu'on a vu en début d'après-midi. C'est une pratique dialogique. Il n'y a aucune méthode là-dedans. Zéro. 4 verbes. Et ça résume toute l'agilité. Ça résume nos métiers, finalement. Pourquoi? Parce que derrière ça, c'est les dialogues qu'on va pouvoir avoir sur ces 4 thématiques. Comment pourrions-nous délivrer mieux? Comment pourrions-nous collaborer mieux? Comment pourrions-nous nous améliorer mieux? Et comment pourrions-nous réfléchir mieux ensemble? C'est ces dialogues, finalement, qui vont vous permettre de devenir plus agile. En tout cas, c'est le propos d'Alistair, et que je rejoins bien volontiers.
C'est en ça qu'il dit que pour lui, ce cœur de l'agilité, c'est une boussole qui doit orienter nos dialogues. Les anti-frameworks à l'échelle, déjà que je ne suis pas un fan des frameworks agiles, alors les frameworks agiles à l'échelle, pour moi c'est une horreur absolue parce que ça tue les dialogues, justement, alors que moi je veux mettre des dialogues partout. Les frameworks d'agilité à l'échelle réduisent la part des dialogues, mais il y a des anti-frameworks agiles à l'échelle. Vous avez OpenSpace Beta, il y aura une bibliographie après pour aller chercher l'info. Et puis vous avez surtout le travail brillantissime de M. Dan Mesic qui mélange en fait forum ouvert et agilité. Donc c'est l'Open Space Agility avec une proposition de démarche. Une proposition, elle est adaptable. Et globalement, l'objectif, c'est de cadrer un certain nombre de moments de dialogue, de rendez-vous pris au sein d'une organisation. C'est scalable à la taille d'une entreprise, c'est extrêmement efficace. Et voilà, et ça permet, c'est exactement ce qu'on cherche, quoi. Ça, on ne va pas le faire. Du coup, en résumé, nous avons d'un côté un truc qui a été... Vous en tirez bien, hein, t'as vu ? Un truc qui a été créé finalement entre le 19e et le 20e siècle, au moment où on a créé tout le management, comment dirais-je, dit moderne, hein, c'est-à-dire Taylor, et ainsi de suite. Cette approche diagnostique qui est basée encore une fois sur une métaphore médicale. Voilà ce qui ne va pas, voilà le remède. On va mettre en place des plans d'action. Il y a des solutions. Une fois qu'on sera arrivé à ces solutions, l'entreprise sera guérie. Donc ça veut dire qu'il y a une fin à la transformation, alors que les transformations n'ont pas de fin, à mon humble avis. La motivation, elle est extrinsèque. Et finalement, le résultat, il est friable. Comme je le disais tout à l'heure, en règle générale, il part avec le sponsor ou il part avec l'entreprise qu'on a virée parce qu'elle coûte trop cher. L'entreprise de consulting, bien sûr. Et du coup, en face, on a cette approche dialogique qui nous a permis d'évoluer dans les 2 ou 3 derniers millions d'années, excusez du peu, où on peut dire que le facilitateur est un jardinier. La question, c'est quelles conversations devons-nous avoir pour faire évoluer notre manière de faire ? La logique, c'est que, comme un papillon, on doit passer par le stade de la chrysalide et ainsi de suite, et c'est normal. On va mettre en place des cadres d'interaction, on va rechercher le sens, des possibilités nouvelles. On est sur de la motivation intrinsèque. L'objectif, c'est que tout le monde devienne progressivement, qu'on passe de spectateur à acteur, et puis surtout auteur de notre transformation. Et du coup, afin d'obtenir une transformation qui soit durable, et c'est à mon avis la principale façon d'y arriver. Voilà, alors je vous ai mis un peu de bibliographie. Ça, c'est vraiment sur la théorie du solution focus. Le livre qui est de l'autre côté dialogique, c'est vraiment le truc le plus... C'est un pavé, hein. C'est un pavé en anglais, mais franchement, chaque page est une mine, c'est vraiment une mine pour vraiment transformer les organisations. Le livre qui est au milieu, sur le host leadership, si la question c'est comment faire en sorte que les managers évoluent, non pas sur une logique coach, parce que ça c'est du bullshit, mais c'est pas des coachs, c'est des managers, faut quand même pas déconner, mais par contre, ils peuvent devenir hôtes de leur équipe. Je vous encourage à lire ce livre, il n'a jamais été traduit en français, mais en anglais, là aussi, c'est une pépite. Moi, c'est mon truc de base, ça fait partie des livres que je lis le plus régulièrement, avec évidemment The Solution Focus. Sur le constructionnisme social, vous avez ces quelques sujets. Comment on construit la réalité, comment la réalité n'existe pas, sans nous, quelque part. C'est nous qui construisons la réalité. Et puis, last but not least, sur les anti-frameworks d'agilité à l'échelle, ces 3 livres que je ne saurais trop vous recommander parce qu'ils remettent en question tout ce qu'on nous raconte comme étant évident, notamment les frameworks d'agilité à l'échelle et tout ce qu'on essaye de nous vendre à des tarifs que je trouve absolument honteux. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a le temps pour des questions ou tu es déjà parti en fait là ça nous a fait plaisir. Ouais, voilà, ouais. Ok. Donc, merci pour lui. C'est censé être fini.
Mais Johnny, il a que ça. Johnny, il est jeune, il peut s'adapter. Pas de questions? Ok. Eh ben, merci beaucoup alors. À très bientôt.